qui nous touche. Bon, on avait vendredi une espèce d'accord de paix, en tout cas au moins préliminaire, entre Israël et le Hamas, mais là, ce matin, on négocie. Oui, on commence vraiment officiellement les négociations indirectes. Ça se passera en Égypte. Les deux parties vont d'abord aborder séparément le fameux plan de paix en une vingtaine de points proposés par les États-Unis. Et on va se pencher sur un échange d'otages et de prisonniers, sur un cessez-le-feu. D'ailleurs, ce matin, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a dit avoir bon espoir de pouvoir annoncer la libération des otages dans quelques jours. Et hier soir, le président américain en a remis un petit peu de pression en demandant aux négociateurs d'agir rapidement. Et selon lui, la première étape pourrait être complétée aussitôt que cette semaine. Mais là-dessus, il faut donner raison à Trump. Là. Ces affaires-là, le temps aide. Il y a des affaires où on va dire le temps aide, là, le temps est de ton bord. Pas ça. Là. Ça, quand le fruit est mûr, une négociation comme ça, il faut pas que tu laisses d'autres événements. Il faut que tu essaies de, comme on dit, de closer le deal le plus rapidement possible. Pendant ce temps, ici, il y a des étudiants, moi ça me renverse, il y a des étudiants qui manifestent et qui choisissent cette date-là. Ben oui, parce que là, je vous rappelle que le 7 octobre 2023 marquait cette attaque sauvage du Hamas envers Israël. Or, là, ici, il y a plus de 45 000 étudiants qui vont être en grève aujourd'hui et demain, donc 6 et 7 octobre, en guise de solidarité avec la cause palestinienne. Alors là, tu te dis effectivement, en ce qui concerne la date, là, faire coïncider tout ça à ce moment-là, on peut se questionner sur le message. Si tu veux manifester pour la cause palestinienne, tu pourrais le faire 364 jours par année, mais pas le 7 octobre, pas la journée où le Hamas, disant agir au nom des Palestiniens, a causé une des plus grandes barbaries là, de l'histoire. Là, ouais. Ça touche quand même, Mario, une cinquantaine d'associations collégiales et universitaires. Ils se joignent à la semaine d'action en solidarité avec la résistance palestinienne et c'est une réponse à l'appel rendu public par un collectif, le collectif Désinvestir pour la Palestine et la convergence des luttes anticapitalistes. Juste à Montréal, à l'Université de Montréal, 17 000 étudiants qui ont voté en faveur de cette grève-là. À l'UQAM, près de 11 000. Alors, il y aura un rassemblement, ce sera surveillé mardi, donc mardi le 7 octobre, au Square Victoria, c'est à Montréal, à 16h. M. Carney, direction Washington en fin de journée. Oui, et juste avant, il va rencontrer la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, mais ce soir, il va mettre le cap sur Washington en vue de sa rencontre de demain avec le président américain. Et selon ce que nous rapporte la Société d'État ce matin, on veut vraiment baisser les attentes là, sur ce voyage-là, sur cette rencontre-là qui survient à la demande du président américain. Le président américain a invité M. Carney en marge de la rencontre de l'ONU. Alors, faudrait qu'on se revoie. Faudrait qu'on se revoie, faudrait qu'on se parle bientôt. Viens donc voir à Maison-Blanche. Mais c'est pas, on nous prépare que c'est pas l'occasion là, de signer un grand accord parce que tout serait prêt, le fruit serait mûr. Non, pas du tout. On ciblerait vraiment les tarifs américains sur l'acier. Selon Radio-Canada, M. Carney aimerait avoir un répit partiel en ce qui concerne les tarifs américains sur l'acier. Alors, on est loin là, du retrait de tous les tarifs là, qui affligent actuellement le Canada. Il faut dire que les Américains n'ont pas bougé d'un iota en ce qui concerne les tarifs, alors que le Canada, on a retiré la taxe sur les géants du numérique, on a retiré plusieurs contre-tarifs, pratiquement tous les contre-tarifs. Exactement. Alors on est... et il y aura toute selon la question... le Globe and Mail, on se préparerait à faire des concessions qui ne sont pas faites. Là. Dans les deux autres cas, on parle au passé, dans l'autre cas, on parle peut-être au futur, mais sur le lait, à faire de la place au lait, aux produits américains sur nos tablettes. Oui. Alors, on sait que le Canada et les États-Unis ont lancé chacun de leur côté des consultations pour mieux préparer la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. En fin de semaine, il y avait toutes sortes d'hypothèses en lien avec ça, mais on sait que le bureau du premier ministre a indiqué aussi que les dirigeants vont parler en grande partie des priorités communes dans le cadre de cette nouvelle relation économique-là. Il y a toute la question du 51e État aussi, Mario. Là. Qui était disparu du paysage, mais qui est revenu la semaine passée. Là, Trump nous a ramené ça devant les généraux la semaine passée. Est-ce qu'il va encore une fois évoquer ça demain devant le premier ministre Mark Carney? Et de quelle façon M. Carney va se sortir de ça si la question lui est posée? Oui, parce que là, on risque d'avoir encore le fameux scénario dans le bureau ovale, des journalistes qui arrivent d'une façon un peu désorganisée, puis Trump qui parle, qui dit toutes sortes d'affaires.
À suivre. Puisqu'on parle de la relation Canada-États-Unis, il y a c'est statutaire depuis des années, cette conférence des Grands Lacs, là, de la zone des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, donc des États américains qui sont au sud, des provinces canadiennes qui sont au nord. Monsieur Legault, là, qui accueillait ça à Québec. Oui, ça se passe donc depuis hier au Château Frontenac à Québec. Aujourd'hui, à surveiller une conférence de clôture est prévue vers 9h30. On entendra François Legault, entre autres. Et Monsieur Legault a voulu souligner l'importance pour le Québec de maintenir une collaboration étroite avec les États américains, notamment à cause des tarifs. Là, toute l'incertitude que ça génère, ça demeure une source majeure de préoccupation économique. Et hier, il s'est quand même passé quelque chose d'important, c'est-à-dire la gouverneure de l'État de New York et le premier ministre du Québec ont signé une déclaration conjointe. Essentiellement, là-dedans, ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs relations stratégiques de longue date, particulièrement dans le domaine de l'énergie. On sait qu'il y aura une entente importante entre Québec et New York qui est à venir et qui peut représenter vraiment là, une plaque tournante importante au niveau là, de l'hydroélectricité chez nous. M. Legault qui a quand même dit sur l'électrification générale de l'économie, des transports, ça risque d'être retardé de quelques années par M. Trump. Mais c'est parce que dans cette zone-là, il n'y a pas tant que ça de pro-Trump, là. C'est dans le nord-est. C'est très démocrate. Oui, c'est ça. Dans le nord-est des États-Unis, il n'y avait pas beaucoup de pro-Trump. Et pendant ce temps, en France, ça va plus du tout, là. Écoutez, le premier ministre démissionne encore. Oui, vous n'avez pas la berlue, là. C'est quand même... lui, il avait été nommé Sébastien Lecornu. On a à peine eu le temps de maîtriser son nom. Il avait été nommé le 9 septembre dernier. Et là, bang, ce matin, il démissionne. Je lisais des textes la semaine passée ou l'autre avant, là, disant que c'était un homme plutôt discret qui avait commencé, que peut-être il allait réussir là où les autres allaient échouer. Il faisait pas de bruit sur la place publique, plaçait ses affaires par en arrière. Puis là, en fin de semaine, il a formé son cabinet. Ben oui, il a formé... Ça n'a pas passé par tout. Non, ça n'a pas passé du tout. Alors là, le président Emmanuel Macron a accepté sa démission. À peine, même pas un mois en poste. Et là, au moment où on se parle, là, il y avait un point de presse. Là, il reconnaissait et il regrettait que les appétits partisans ont conduit à sa démission. Déjà, réaction là, de Marine Le Pen qui disait que la dissolution de l'Assemblée est absolument incontournable après la démission de Lecornu. C'était quoi? C'était le 5e, 6e premier ministre? On a perdu le compte. Là. En quelques années. Là, c'est le 3e de cette crise-là. Mais là, avant, il y en a un qui avait été là. Attal avait été là pendant 7-8 mois. Ouais, il avait eu le temps de venir nous voir au Québec. Oui, il a eu le temps de venir nous voir au Québec. Ça doit être le 6e en 5 ans, quelque chose comme ça. Non, c'est... Puis, je sais qu'on lui reprochait, qu'il a ressorti, il a recyclé des ministres puis des faces qu'on veut plus voir, mais est-ce que tu peux vraiment repartir à tous les 3 mois avec des nouveaux ministres dans tous les ministères? Tu sais, au-delà de l'image politique puis de la coalition entre les partis, mais tu sais, à un moment donné, il y a un minimum de stabilité dans l'État où si tu changes de ministre tous les 3 mois, il n'y a même pas le temps de se familiariser avec les dossiers. Dans le cas de Lecornu, c'est lui qui détient maintenant le record du plus court règne comme premier ministre avec 27 jours. Michel Barnier, 99 jours. Dans le cas de Gabriel Attal, 240 jours quand même. François Bayrou, 269 jours. Mais je voyais ce matin, c'est une mesure, on va dire, c'est une mesure de stabilité économique et politique. Là. Les taux d'intérêt 10 ans, taux d'intérêt de long terme en France, ce matin, ont dépassé ceux de l'Italie. Wow! Fait que ça donne une certaine... Comment ils vont remédier à ça? Là, je sais pas, là... Emmanuel Macron va nommer un nouveau premier ministre. Je sais pas qui ça va être. Là, ça va durer 2 semaines. Ouais. C'est parti comme c'est, là. Mais ce qu'a dit quand même Lecornu, là, il a raison. Quand il dit les appétits partisans rendent à peu près tout impossible. Je veux dire, ils sont vraiment... Plus on s'approche de l'élection, plus c'est difficile. Mais ils sont vraiment dans une espèce d'univers de pensée là, où... les partis pensent aux partis avant de penser au pays. Là. C'est carrément ça. Puis une fois que tu es dans cette dynamique-là, c'est pas facile. Tu as été minoritaire, tu as besoin d'aller chercher une coalition, mais chacun ne pense qu'à ses intérêts partisans. Alors, comment tu règles ça? C'est une bonne question. On va changer. En fait, c'était déjà annoncé, mais là, ça se concrétise. On va changer la façon de se réserver une place en service de garde. La fameuse place 0,5 ans. Là, les choses vont changer. Là. Il y aura un nouveau portail
Et quand même, pour les parents et les futurs parents qui nous écoutent, et on a les détails sur Radio-Canada ce matin, là, c'est qu'à partir du 16 octobre, la place 0-5 ans va être remplacée. Il y aura un nouveau portail pour inscrire les enfants là, au service de garde, mais il y aura une période tampon d'à peu près 2 semaines où, pendant cette période-là, on ne pourra pas faire de nouvelles inscriptions. Ça reprendra avec la nouvelle plateforme en novembre. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut... plusieurs différences, la nouvelle plateforme. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'ancienne ministre qui avait tout mis ça en place, Mme Roy. Là. Ouais. Et là, il faut 2 semaines d'à peu près de tampon pour transférer les données. On parle de 250 000 dossiers d'un site web à l'autre. Ce qui va changer, c'est qu'à partir du nouveau portail, si par exemple, une femme accouche, ben, elle va devoir accoucher avant de pouvoir inscrire son enfant, ce qui n'était pas le cas avec la place 0-5 ans. On peut pas aller s'inscrire quand on a le test de grossesse positif. Exactement. Alors ça, c'est le gros changement que vous devez savoir là, en lien avec cette mais l'autre changement, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est aussi que ça va être beaucoup plus juste. Là. Il n'y aura plus du monde qui passe devant les autres. Ça va être, je le dis sous toute réserve, là, j'attends de voir pour le croire, mais que ça serait transparent. Donc, tu vas savoir que tu vas connaître ton rang. 21e sur la liste. Puis là, quand tu as un autre enfant devant toi à sa place, tu viens de monter 20e, tu vas devoir... Alors que présentement, si tu parles aux parents, c'est comme... C'est comme si à l'Auto-Québec, les numéros n'étaient pas sortis en public. Là. C'est comme si on te disait, c'est comme si on te disait t'as gagné ou t'as pas gagné, mais tu sais même pas les numéros gagnants, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Oups, ça m'a donné un autre à une place. T'as l'impression, voyons, il me semble que lui, il a fait sa demande après moi, puis il l'a eu avant. Il y a toute une part de mystère. Donc là, on dit que ça va être transparent, que les établissements pourront plus jouer dans les choix de qui a une place, qui en a pas. En tout cas, à suivre. C'est pour ça que les gens se réservaient avant même d'accoucher. Oui. On va voir. Puis s'il manque de place, de toute façon, il va y avoir des listes d'attente et de l'insatisfaction quand même, mais au moins, on va avoir le mérite de la transparence. C'est en vigueur, ce nouveau règlement sur la réparabilité de nos appareils. Si vous allez acheter une laveuse, une sécheuse aujourd'hui ou autre, et on va essayer de vous le vulgariser parce que la loi sur la protection du consommateur, ça existe depuis plus de 45 ans. Là. Mais là, on est venu bonifier cette loi-là avec le fameux règlement sur la réparabilité des produits au Québec. Ce que ça change dans le concret, c'est que les commerçants, les fournisseurs vont devoir exprimer clairement, à savoir, par exemple, une laveuse. Bon, si je me rends en magasin, je vais acheter une laveuse. Avant de l'acheter, je vais devoir, le commerçant va devoir m'indiquer clairement est-ce qu'il y aura des pièces de rechange pour cette laveuse-là? Est-ce qu'il y aura un entretien? Ou est-ce que ce sera éventuellement s'il n'y en a pas, on est supposé avoir un avertissement clair que cet appareil ne respecte pas les règles de réparabilité. Sauf que, on dit souvent, le diable est dans les détails, Mario. Parce que là, ça a été adopté à l'Assemblée nationale en 2023. Là, on met ça en vigueur depuis dimanche, depuis hier, le 5 octobre. Mais il y a une petite virgule, c'est-à-dire que les commerçants, avec un affichage écrit, peuvent se soustraire à ça. Donc là, on aura beau dire, oui, mais il y aura des amendes si on ne respecte pas. Oui, mais si à partir du moment où tu permets aux commerçants, via un avis écrit, de se soustraire à ça... Ça ne s'applique plus. Ça ne s'applique plus. Alors, est-ce qu'on va vraiment atteindre le but recherché avec ça? Ça sera à voir. En fait, mettons que toutes les compagnies ne le respectent pas, est-ce qu'un fabricant, je sais pas, même Meta, pourrait dire, moi, je vais jouer... C'est là, je vais jouer cette carte-là auprès des consommateurs, de dire, moi, mon bien est réparable, puis donc gagner des parts de marché là, de gens. Parce que je pense quand même qu'il y a un point sensible. Les gens sont de plus en plus fâchés de ça, de dire, t'achètes un appareil, puis d'abord, il dure moins longtemps qu'avant. Il est moins solide, il est moins durable, il dure moins longtemps qu'avant. Et de surcroît, quand il brille, je peux rien faire. Faut que tu le changes au complet, faut que tu changes la laveuse. De réparer, c'est ça. Parce que là, dans la loi, la réparabilité, c'est la disponibilité des pièces et des pièces qui sont installables, des travaux qui peuvent se faire avec ce qu'on appelle des outils réguliers. Donc, un tournevis, une clé, des outils, disons, normaux, là, pas des outils surspécialisés. Fait que j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner là, sur quelques années.
Nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Oui, bien, on apprend qu'il y aura 2 nouveaux spectacles en résidence en Allemagne et au Mexique d'ici la fin de l'année. Au Mexique, c'est dans un parc thématique, le Vidanta World. C'est une espèce de souper-spectacle 360 degrés. Mais pour Montréal, on apprend que le spectacle cet été au Vieux-Port, ce sera Écho. Le retour d'Écho, ça fait pas super longtemps qu'on nous l'avait présenté. Puis ce qu'on dit, c'est qu'on va créer peut-être un peu moins souvent. Plutôt que, par exemple, de créer un nouveau spectacle aux 2 ans, ça va être sur 3 ans. Pour être capable d'économiser, de revoir le plan. On sait que le Cirque du Soleil, ça n'a pas été évident. Mais, ils font partie de ce qui n'est pas remis complètement encore de la pandémie, là, qui ont perdu tellement d'argent, les arrêts, ça coûtait tellement cher en frais d'exploitation quand il n'y avait plus de revenus d'entrée. Donc, tu sais, ce spectacle-là, ce qu'ils se rendent compte aussi, c'est que, par exemple, les spectacles en résidence à Vegas, ça attire vraiment beaucoup de monde. Même les spectacles qui sont là depuis des années. Les gens retournent. Et tu sais, ils comparaient, c'est moi qui fais la comparaison, mais un peu comme Brou, là, qui a fait le tour, puis les gens l'ont vu 2, 3, 4, 5, 6 fois. Eux autres, ils voient ça un peu de la même manière, de se dire, Écho, il y en a peut-être qui vont l'avoir vu, mais qui vont vouloir revenir parce qu'il se passe tellement de choses sur scène. Eux ne voient pas ça comme un frein, mais comme une façon d'économiser. C'est 300 000 personnes en 2023 qui avaient vu le spectacle Écho. Et rappelez-vous, c'était une femme avec les cheveux roux, puis il y avait un cube, là, on était avec les animaux, le ciel, la nouvelle génération. C'est un peu ça qu'on voulait insuffler dans ce spectacle-là, le 23 mai au Vieux-Port de Montréal. Et tu nous as parlé de Taylor Swift plus tôt, mais là, on a les chiffres au box-office de cette présentation que tu es allé voir. C'est numéro 1 au box-office, mais légèrement plus bas que les prévisions. Le 46 millions box-office mondial. Donc, Dwayne Johnson, son film, c'est un flop monumental. Oui, 6 millions. C'est pas beaucoup. Pourtant, les critiques avaient été quand même... Donc, Taylor Swift, ça a battu tous les films. Là. Oui, mais tu sais, 46 millions pour 3 jours, c'est vrai que c'est bien. Peut-être un petit peu moins que ce que les gens avaient mentionné. Dans les salles de cinéma au Québec, il y en avait qui étaient vides, il y en avait qui étaient pleines, il y avait de tout. Et elle a fracassé des records également en 24 heures d'exemplaires en vente. 2,7 millions en 24 heures qu'aux États-Unis. Mais là, sa présentation au cinéma, si on ne l'a pas vu en fin de semaine, c'est fini. Là. Probablement qu'il y a une plateforme qui va racheter ça quelque part. Mais présentement, ce n'est plus diffusé. C'était vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. De toute manière, ce qui est intéressant est maintenant sur YouTube, c'est-à-dire le vidéoclip de Fate of Ophelia. Okay. Ça, vous l'avez. Puis il y a juste Adele qui a réussi à vendre plus d'albums que Taylor Swift. En 2015, c'était 3,3 millions d'exemplaires en une semaine. Donc, il n'y a qu'Adele en ce moment qui a fait mieux, mais là, la semaine n'est pas terminée. Bref, elle bat tous les records toujours. Au sport, Charles-Antoine, clin d'œil sur la NFL, il n'y a plus d'équipe invaincue. J'aurais dû me taire, Mario. C'est-à-dire? Vendredi, je t'ai dit, hey, nos 2 équipes sont les 2 seuls invaincus de la NFL. Les Eagles, tes Eagles, et moi, les Bills. Et hier soir, les Bills de Buffalo ont perdu contre les Patriots et les Eagles ont perdu contre les Broncos. Donc, il n'y a plus d'équipe avec une fiche immaculée dans la NFL. Et puisqu'on s'auto-ridiculise, on s'était beaucoup inquiété, toi et moi, la semaine passée, des bâtons des Blue Jays qui avaient connu des léthargies à l'attaque dans les dernières semaines. Puis on se disait, là, ils arrivent en série, est-ce qu'ils vont frapper la balle? On a eu notre réponse. Quelle gestion de la semaine de congé de la part de John Schneider, le gérant des Jays. Vladimir Guerrero, léthargique, 21 matchs sans coup de circuit pour conclure la saison régulière. Et là, il en frappe 2. Un dans chacun des premiers matchs éliminatoires. Ouais, mais hier, c'était un beau quand même, avec les buts remplis. Un grand chelem, c'était 5-0, permettait aux Jays de mener 9-0. Son histoire est belle, mais celle qui est encore plus magnifique, c'est celle du lanceur partant hier, Trey Yesavage. Lui, il a commencé la saison, il était dans le baseball secondaire. C'est un choix de première ronde en 2024. Il a 22 ans. Il y a 6 mois, faisait son premier lancer professionnel dans le simple lettre, pour utiliser une expression bien de chez nous, dans le niveau A. Il a gravi les échelons A, 2A, 3A. Dans la même année, là. Dans la même année, à l'intérieur de 6 mois. 3 matchs en saison régulière lancés. Hier, c'était son premier départ professionnel en éliminatoire. 5 manches et 1 tiers. 11 retraits au bâton contre les Yankees, là, l'équipe qui a frappé le plus de circuits cette année. Aucun point produit. Aucun coup sûr. Aucun coup sûr. C'était exceptionnel de le voir. Il était en pleine possession de ses moyens. Et en plus de tout ça, de l'autre côté du spectre de la gestion éliminatoire, les Jays ont marqué 23 points en 2 matchs, mènent la série 2-0. Journée de congé aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se transporte à New York. Demain, c'est incroyable ce que les Jays font en ce moment.